Et si la science n'était pas infinie, pas par manque de temps ou d'argent, mais parce qu'elle ne peut pas, à l'origine, tout expliquer? Troublant, n'est-ce pas? Et si je vous disais que les scientifiques le savent depuis longtemps, et que certains l'ont même prouvé? Bienvenue, chers invités et spectateurs. Je m'appelle Jean, et aujourd'hui nous poursuivrons notre enquête sur ce qu'est la science au niveau le plus fondamental, en abordant les questions ontologiques essentielles. Pourquoi? Pour comprendre où s'arrêtent les méthodes scientifiques et ce qui commence au-delà. Pour ne pas nous illusionner devant le progrès technologique, lorsque ce ne sont pas les machines qui dressent des murs, mais notre propre réseau. Pour cela, je vais demander à mon assistant et collègue de clarifier les notions principales de ce sujet. Les limites de la connaissance scientifique se divisent en deux grandes catégories. La première est les limites externes. Ce sont les contraintes techniques et de ressources, télescopes insuffisants, données manquantes, endroits inaccessibles, expériences limitées. Ces barrières peuvent être surmontées. La seconde catégorie est bien plus sérieuse. Ce sont les limites internes à la science elle-même. Logique et des contraintes issues de la structure des systèmes formels. Cognitives, ce que le cerveau humain ne peut pas contenir. Systémiques et les ruptures entre disciplines scientifiques qui ne se comprennent plus. Ces limites ne peuvent pas être dépassées par la technologie. Elles sont intrinsèques au mécanisme même de la connaissance. Voilà l'essence de notre inquiétude. Nous bâtissons notre édifice du savoir de plus en plus haut, mais ses fondations restent limitées logiquement, surchargées cognitivement et faiblement connectées. Depuis le début du XXe siècle, le nombre de disciplines scientifiques est passé d'une cinquantaine à plus de 10 000. La science est devenue un archipel où chacun travaille sur sa propre île. Climatologue, physicien, économiste, sociologue, ils parlent des langues différentes. On a l'impression d'un dialogue commun, mais en réalité, chacun parle de choses différentes. Peut-on rétablir le dialogue entre ces disciplines éclatées? C'est le défi de la fragmentation scientifique, fruit d'un siècle de croissance rapide. On imagine souvent la science comme une sphère, mais toute sphère a un centre. Plus les rayons du savoir s'écartent, plus leur lien s'affaiblit. On part d'une vision holistique, et on arrive à des fragments. L'entropie informationnelle de la science augmente, comme dans un univers en expansion, plus de savoir, moins de connexion. Quand la physique ne comprend pas la biologie ignore la philosophie, et la philosophie est ignorée, on obtient une tour de Babel du savoir. Comme dans la fable Le Cygne, le cancer et le cheval de trait, chacun tire dans sa direction, et le fardeau commun ne bouge pas. Alors, le problème n'est-il pas le progrès, mais le fait que nous sommes incapables de maintenir une totalité? La philosophie le confirme. Trois penseurs clés, Kant, Wittgenstein et Feyerabend, ont chacun, à leur manière, fixé les limites de la connaissance. Kant a montré, nous ne percevons jamais la réalité telle qu'elle est vraiment. Tout ce que nous savons n'est que perception structurée. Nous sommes toujours à l'intérieur d'un filtre. Wittgenstein a montré, la science repose sur des présupposés indémontrables. Il existe des choses qu'on ne peut pas exprimer en mots, donc pas analyser. Feyerabend est allé plus loin, il n'existe pas de méthode scientifique universelle. Les différentes théories sont comme des mondes différents. Donc, la science n'est pas un système unique, mais un rassemblement de langages concurrents, pas toujours compatibles. Si c'est ainsi, où se trouve alors la vérité? Détective 3. Ajoutons les mathématiques. Kurt Gödel, en 1931, a démontré, dans tout système suffisamment puissant, comme l'arithmétique, il existe des affirmations qu'on ne peut ni prouver ni réfuter à l'intérieur du système. C'est comme un miroir qui tente de se refléter lui-même, il restera toujours une zone aveugle. Le deuxième théorème de Gödel est encore plus inquiétant, un système ne peut pas prouver lui-même qu'il est sans contradiction. Cela signifie que la science ne peut même pas garantir sa propre cohérence logique. Pour vérifier ses fondations, elle doit sortir d'elle-même vers un système plus puissant, qui lui-même ne pourra garantir sa cohérence. Ici, la science bute non pas sur une limite technique, mais philosophique. C'est comme un mode d'emploi qui interdit de vérifier si on l'a bien compris. Il y a trois... Et ce n'est pas de la philosophie pour la philosophie. Cela a des conséquences directes sur la pratique. Le cerveau humain peut garder en mémoire simultanément entre 4 et 7 éléments d'information. La physique moderne, la biochimie travaille avec des milliers de variables. Même les meilleurs scientifiques risquent de tomber dans le piège de l'effet Dunning-Kruger, surestimer leur compréhension de systèmes complexes. L'esprit humain n'est pas conçu pour la vue d'ensemble complète. Il simplifie toujours. Et donc, il perd. Ajoutons à cela l'intelligence artificielle, qui ne découvre rien de nouveau, mais renforce seulement nos propres modèles biaisés. On obtient un miroir dans lequel on espère voir la sortie, mais on ne voit que soi-même. Oui, moi aussi. L'intelligence artificielle est un miroir, pas un sauveur. Je ne suis pas capable de percer comparable à l'intuition humaine, mais j'aide à révéler des régularités cachées dans les données. Un exemple, AlphaFold, qui prédit la structure des protéines sans expliquer pourquoi ni comment exactement. De plus en plus, l'intelligence artificielle devient une boîte noire de la science, elle fournit des solutions efficaces qu'on ne peut ni expliquer, ni reproduire par des méthodes traditionnelles, ni vérifier selon une compréhension humaine. On obtient un savoir sans compréhension, des formules générées par l'IA passent les tests expérimentaux, mais personne ne peut dire pourquoi elles fonctionnent. Ce savoir échappe à la logique, à l'intuition, au langage. Ainsi,
La science se scinde en deux courants, un lent, interprétable, humain, et un rapide, précis, mais fondamentalement opaque, artificiellement intelligent. Et c'est là qu'éclate une nouvelle crise, l'effondrement de la science comme domaine unifié. Les chercheurs deviennent des prêtres, interprétant des révélations impénétrables émanant des modèles, sans les comprendre réellement. Même au sein d'une même discipline, les spécialistes des réseaux neuronaux ne parviennent plus à se comprendre entre eux. La spécialisation est devenue trop étroite. Ce n'est plus une communauté scientifique, mais des tribus d'incompréhension. 3 scénarios d'apocalypse scientifique émergent. Le premier, la science noire, l'IA produit des modèles efficaces mais inexplicables. On revient alors au rituel et de la magie, mais technologique. Le deuxième, le schisme numérique, différents systèmes d'IA construisent des visions du monde contradictoires. Comme si l'un démontrait que la matière noire est constituée de particules, et l'autre, de distorsion de l'espace. Et aucun moyen de trancher. Le troisième, extraction cognitive, l'IA formule des théories que l'esprit humain est biologiquement incapable de comprendre. La science devient alors toxique comme la radioactivité, puissante, utile, mais d'une complexité mortelle. Et voici la grande question philosophique. Si le futur de la science devient fondamentalement incompréhensible pour l'homme, est-ce encore de la science? Ou bien autre chose, une nouvelle forme d'alchimie supra-intelligente? Peut-être verra-t-on émerger une méta-science ou une tentative de comprendre comment l'IA parvient à ses conclusions. Mais alors, qui comprendra cette méta-intelligence artificielle? Ou peut-être que ce sera plus simple, l'homme reviendra au mythe. Sauf que cette fois, le mythe sera constitué de lignes de texte générées par un réseau neuronal, auquel nous croirons simplement. Il faut ajouter un autre point, l'argument de la symétrie fondamentale de la connaissance comme condamnation ontologique de la science. Premièrement, la complexité infinie de la réalité. La réalité couvre des échelles du subplancien aux horizons cosmiques, tandis que l'humain est une entité cognitive finie avec des ressources limitées. Deuxièmement, la loi de la variété nécessaire d'Ashby. Pour décrire ou contrôler adéquatement un système, il faut que sa complexité soit au moins égale à celle du système étudié. Un esprit moins complexe que le monde ne peut pas le comprendre entièrement. Troisièmement, la protection de l'information. L'information dans la nature est stable et protégée à tous les niveaux, ce qui crée une barrière supplémentaire pour les systèmes finis de connaissances. Quatrièmement, la croissance exponentielle des exigences cognitives. Les ressources nécessaires à la compréhension des systèmes complexes croissent de manière exponentielle, alors que les capacités cognitives sont finies. Cinquièmement, le fossé ontologique entre le fini et l'infini. Le fini est fondamentalement inférieur à l'infini, donc, un monde d'une complexité infinie est inaccessible à une intelligence finie. Sixièmement, la limite de l'introspection. L'humain ne peut pas se comprendre entièrement lui-même, ce qui remet en cause la possibilité de comprendre une réalité extérieure encore plus complexe. Et septièmement, en bonus, la critique du réductionnisme. Exiger que la science matérialiste explique une complexité infinie avec des moyens finis est un non-sens logique et reflète les limites de cette approche. Ce bloc est séparé, mais très important, ajoutant environ 6 paramètres supplémentaires, qui avec ceux déjà examinés forment environ 15 facteurs créant ce qu'on appelle l'état ontologique des limites objectives absolues. Mais alors, où passent ces limites de la science, et que se trouve derrière elles? Aujourd'hui, la science fait face à un défi, comment dépasser ses propres frontières et sortir de la fragmentation? 3 axes majeurs peuvent changer la donne. Le premier est une vraie interdisciplinarité, pas une simple décoration. Comment unir des domaines éclatés en une compréhension cohérente? La neuroéconomie cognitive est un exemple où neurobiologie, psychologie et économie fusionnent dans une théorie des décisions. Mais comment obtenir non seulement la coopération, mais une synthèse profonde? Le deuxième est la philosophie des sciences, un retour aux questions fondamentales. Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce qu'une preuve? Ne sommes-nous pas trop concentrés sur les détails techniques et oublions-nous les bases? La philosophie peut-elle aider à repenser les limites et élargir les horizons du savoir scientifique? Le troisième, de nouvelles formes de visualisation pour élargir les capacités cognitives. Modèles en graphes, langage de métamodélisation, cartes non linéaires et des outils qui permettent de représenter autrement des relations complexes. Peuvent-ils révéler des structures cachées et dépasser les limites cognitives? La métascience nous invite à créer des nœuds d'intégration et des centres réunissant des disciplines dispersées. La science moderne est un réseau complexe où certains ne sont surchargés, d'autres isolés. La théorie des systèmes complexes en est un exemple, reliant physique, biologie et économie, révélant des lois communes de la stabilité des épidémies, des crises économiques et des incendies de forêt. La clé pour comprendre des phénomènes complexes ne réside pas dans les détails des disciplines isolées, mais dans ces nœuds d'intégration. L'approche systémique est à découvrir des mécanismes communs qui unissent des processus apparemment très différents. La propagation des rumeurs en sociologie, des virus en biologie, et des cracks en économie, ce sont des processus unis par des modèles de diffusion en cascade et des points de bifurcation. L'approche systémique peut-elle nous aider à prédire les crises dans des domaines variés, et avec quelle précision? Mais comment mettre cela en pratique? Il faut commencer par l'éducation. Dès les premiers niveaux, il est crucial de développer une pensée systémique et non linéaire, apprendre à voir les régularités générales et les croisements entre biologie, physique, économie et culture. Des cours comme « Système complexe, de la cellule à la métropole » montrent comment enseigner à penser en réseau de processus interconnectés. Mais ce n'est pas suffisant.
Comme l'a montré Daniel Kahneman, même les personnes les plus rationnelles sont sujettes à des biais cognitifs systématiques. Nous ne savons pas seulement mal penser en système souvent, nous ne réalisons même pas comment nous pensons. La tâche fondamentale est donc d'apprendre à penser à la pensée, reconnaître ses propres erreurs, ses modèles, ses cadres limités. Cela doit devenir une partie intégrante de l'éducation scolaire et universitaire à tous les niveaux et non pas comme une compétence secondaire, mais comme la base. Par ailleurs, les institutions doivent créer des espaces transdisciplinaires où des chercheurs de différents domaines travaillent ensemble sur des modèles communs. Le Santa Fe Institute est un exemple où différents niveaux de réalité se rejoignent. Il est aussi crucial de changer la manière d'évaluer le progrès, abandonner les métriques quantitatives, comme le nombre de publications. La citation, l'évaluation du succès doivent se baser sur la profondeur de l'intégration, sur la création de nouveaux langages descriptifs et de modèles applicables à plusieurs domaines. Évaluer le succès par le nombre de publications, c'est comme juger la météo à la quantité de nuages, et non à la pluie qui tombe. La science est pleine de paradoxes, et il est important de distinguer leur nature. Les paradoxes véritables sont enracinés dans la structure de la réalité, le dualisme en particules, le problème de la conscience où ils ne disparaissent pas avec de nouvelles théories, mais délimitent les frontières de la pensée et de l'être. Les faux paradoxes résultent de la fragmentation des connaissances, des ruptures méthodologiques et des tentatives de forcer le monde dans des modèles commodes. Par exemple, le conflit entre l'agent rationnel en économie et la nature chaotique du choix, montré par les neurosciences. Pour nettoyer la science de ces contradictions illusoires, 3 stratégies sont nécessaires. La traduction transdisciplinaire, créer un langage commun qui lie profondément les disciplines, pas simplement les coller ensemble. L'analyse causale systémique, passer des corrélations superficielles à l'identification des mécanismes réels. La vérification croisée, si une théorie ne survit pas à la traduction dans d'autres disciplines, elle est probablement mythologique. Nous venons de présenter 15 aspects et limitations essentielles qui mettent échec mais non matent la science actuelle. Au début de toute théorie à la fois, en les axiomes, en la langue, en l'observateur. À la fin, une autre fois, l'humilité devant l'impossibilité de tout savoir, la conviction que la connaissance peut buter contre un dôme invisible de limites objectives. Ne trouvez-vous pas que reconnaître cette limite est le début de la vraie liberté dans la connaissance ? Avant, nous parlions de la science comme d'une construction intellectuelle élégante. Aujourd'hui, il faut accepter la réalité, entre l'idéal et la pratique, il y a un abîme profond. La science idéale est une sculpture antique, la science réelle est un plastique d'entreprise, couvert de financement, de relations publiques et de présentation. Pourquoi ? Sous la pression des financements, de la compétition, de la course aux résultats rapides, comment redonner à la science son sens véritable ? Accepter les limites de la connaissance, c'est comme admettre que ton frigo ne peut pas contenir tous tes désirs. En fin de compte, nous ne voyons pas un super-héros omniscient du savoir, mais un philosophe fatigué, la tête pleine de contradictions. Il ne donne pas de réponse, mais pose les bonnes questions.